Bonjour, bienvenue, jamais 203. On dit cela souvent. D'un point de vue logique, c'est étrange. Serait-ce une connaissance au-delà du rationnel? Nous allons voir que nous vivons cette science du triangle de nombreuses façons. À ce sujet, on pense facilement au couple avec un enfant. L'arrivée de l'enfant forme un triangle, les deux partenaires et lui. Alors l'enfant, il n'est pas toujours présent, il n'est même pas toujours désiré, mais au minimum, il est potentiel. Dans un couple hétérosexuel, l'unité sur le plan sexuel est potentiellement procréatrice. Alors cela s'accompagne de désirs, d'investissement qui peut être important. Ça peut aussi s'accompagner de refus, de peur, voire de démission, de toutes sortes de réactions selon les cas. En dehors de l'enfant, de toute façon, il y a un troisième pôle. La relation entre les deux forme un troisième pôle. Elle a sa vie propre, elle naît à un certain moment, indépendamment de la vie des partenaires. Elle évolue, elle mûrit, elle décroît peut-être un moment, en tout cas elle décède un jour, et là encore, indépendamment de la vie des deux partenaires a priori, c'est un troisième pôle qui est indépendant, qui a sa vie propre. Sur le plan énergétique, ça correspond vraiment à une entité particulière, différente, formée à partir du plan énergétique de chacun des membres, s'y alimentant, mais ayant sa réalité individuelle. Dans un couple de pôles, de façon générale, les deux sont symétriques, revers l'un de l'autre, le chaud, le froid, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur. Ils se complètent, l'introversion, l'extraversion ont à se compléter. Si on est trop introverti, on a tendance à être fermé sur soi et par rapport aux autres. Trop extraverti, on peut être dispersé. Une juste mesure est importante entre les pôles. C'est la vie d'une polarité comme ça, de se compléter. La reconnaissance que le masculin et féminin se complètent à valeur égale ouvrira un nouvel horizon dans notre société qui est souhaitable. C'est un équilibre qui est créateur d'une autre réalité plus harmonieuse. On peut dire aussi qu'un signe astrologique se complète avec son opposé. Par exemple, le bélier se complète par la balance par le bélier. Si on est inspiré par un de ces signes, l'autre est un peu le revers, comme une partie cachée, peut-être inconsciente, à intégrer un signe complémentaire. Ils ont vocation à s'unir et de leur union naît une création nouvelle, émerge une réalité nouvelle. Le bélier qui est réputé pour être fonceur, tête baissée, avec plus de maturité, avec une harmonie plus grande, avec son complémentaire la balance, devient l'écoute des pensées supérieures, de la volonté supérieure. C'est beaucoup plus silencieux et beaucoup plus immobile. C'est un tout autre vécu de ce signe-là. De son côté, la balance qui est réputée pour être hésitante, pour ne pas aimer choisir, eh bien devient, nous allons le voir, le temps d'un choix important et d'un engagement tout à fait nouveau. Les couples opposés oscillent comme sur une balance à deux plateaux, avec un pôle d'un côté, un pôle de l'autre, et il y a une balance entre les deux qui va jusqu'à définir un axe d'union, un axe de création ensemble. On ne connaît plus beaucoup ces balances-là. Elles étaient utilisées avec des poids en fonte ou en cuivre étalonnés qui permettaient de peser les aliments, par exemple, de savoir, suivant les poids utilisés, qui équilibrait le poids du paquet, la masse que l'on veut mesurer. La balance à deux plateaux est un symbole de la justice,
La justice a oscillé entre la défense, l'accusation. C'est par les oscillations entre l'un et l'autre que l'on arrive à un jugement équitable, bien fondé. La balance à deux plateaux représente beaucoup le processus de la justice qui forme son jugement progressivement suivant les oscillations entre les parties présentes. Cette conférence est largement reliée au signe de la balance. Dans la balance, on disait il y a un instant, on soupèse ainsi beaucoup. Elle peut être additionnellement hésitante, n'aimant pas choisir, n'aimant pas déplaire. Elle est reliée sur le plan de la personnalité à la planète Vénus, qui aime bien plaire, et donc elle est changeante suivant les personnes avec qui elle est en contact. Par contre, avec une maturité plus grande, la balance devient le temps d'un choix fondamental. Elle est le début de la deuxième moitié du zodiaque. La première moitié est la construction de la personnalité. Elle est plus matérielle. On a à se construire physiquement, sensiblement, mentalement, construire notre autonomie, notre personnalité propre, notre conscience de nous-mêmes. La deuxième partie de Zodiac ouvre plus sur l'ouverture à l'être profond que l'on a en nous-mêmes, l'âme, on peut dire, et c'est une partie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus ouverte vers le subtil de la vie. Et c'est vraiment à ce moment-là une bascule. On passe d'une étape à une autre. Sur le plan profond de notre être essentiel, Alice Bailey donne un autre régent. Le régent, la planète associée au signe de la balance, et Vénus sur le plan de la personnalité. Sur le plan de l'âme, de l'être profond, c'est Uranus, une planète beaucoup plus intense, vive, qui peut amener comme ça une bascule. On rencontre une émergence semblable dans les situations d'opposition, de conflit. On a deux parties, une partie A, une partie B, qui s'opposent, qui sont en confrontation l'un avec l'autre. Par exemple, dans un couple, l'un qui souhaite se marier et l'autre non. C'est des situations que l'on rencontre fréquemment dans un couple où on est en opposition, comme ça, sur des éléments importants. Alors après l'étape où nous souhaitons souvent dominer, imposer notre position, où nous avons raison et l'autre il doit s'écraser, on a plus d'une fois cette attitude. Bon, on arrive à un moment à reconnaître que c'est pas efficace, que ça n'aboutit à rien. On arrive après à une autre étape qui est de chercher un compromis, de chercher le point C au milieu, arriver à prendre chacun un peu sur soi, à se restreindre un petit peu dans ses souhaits, dans ses désirs et lâcher un peu de lest. On cherche un compromis, on peut marchander un peu. Je veux bien ça, en échange tu me donnes ça. Ça peut durer un moment, on peut trouver un accord comme ça, brinque-ballant pendant un bout de temps. Ça ne dure pas très longtemps souvent. En tout cas, on retrouve une situation semblable un peu plus tard et rien n'est résolu. Dans un compromis, chacun se restreint, limite ses souhaits. Donc en fait, tout le monde est insatisfait et la situation reste peut-être sous-jacente, mais reste présente et ressort tôt ou tard. Donc, au bout d'un certain temps, on arrive à une autre attitude plus profonde, plus exigeante peut-être, qui est d'écouter vraiment l'autre. Qu'est-ce qui est important pour l'autre dans cette situation? Tu veux te marier? Pour quelle raison? Pour quelles raisons fondamentales? Quelles sont les valeurs importantes pour toi dans cette situation? Tu ne veux pas te marier? Pour quelles raisons? En quoi ça te touche profondément?
À force d'écouter, de comprendre l'autre, on arrive à voir l'essentiel pour lui, pour elle. On arrive à l'intégrer, à l'inclure plus en nous-mêmes. On ressent et on intègre ces valeurs qui sont également en nous et on arrive finalement à un point de convergence, un point D qui n'est pas au milieu de cette opposition, qui est au milieu mais au-dessus et qui augmente chacun. Chaque position se retrouve au-delà, dépassée. On a lâché notre position, mais on ne se restreint pas, au contraire. On trouve une augmentation de chacun, une satisfaction beaucoup plus grande dans son désir initial. On arrive à un point de convergence, d'harmonie comme ça, au-dessus. Ce point, en essence, il n'est pas créé, au contraire, c'est lui qui a été la source de cette opposition. C'est l'état de conscience qui appelle à être retrouvé dans cette opposition, qui appelle à remonter comme ça vers ce point de conscience. C'est lui qui crée en fait cette opposition pour qu'on retrouve sa nature et sa valeur. Donc c'est une autre forme de troisième pôle créateur. La dualité vit grâce au troisième pôle. On connaît ça largement dans l'électricité. L'électricité est l'énergie de l'existence sous différentes formes. On connaît le courant continu ou alternatif. On connaît l'électricité de l'aimant qui tient nos portes de placard, aussi le magnétisme de la Terre, sur lequel se réfèrent les oiseaux migrateurs. L'électricité est présente aussi dans l'influx nerveux, qui nous permet de commander nos muscles, etc., dans certaines synapses de notre cerveau. Cela rejoint le jeu yin-yang des orientaux, en pôle plus, moins, à toutes les échelles, à l'échelle de l'atome, entre le proton positif et l'électron négatif, dans une relation masculin-féminin, mais aussi celui qui parle, celui qui écoute. Celui qui parle est positif par rapport à celui qui écoute. On le retrouve au niveau cosmique par rapport au Soleil et une planète. Le Soleil est au centre de son système, il est positif. La planète est négative autour. Elle se déplace par rapport à lui. Et ce système, sous toutes ses formes, fonctionne avec un troisième pôle. Au niveau atomique, il y a le proton, positif, l'électron négatif, mais aussi le neutron, neutre. Entre hommes et femmes ou entre moi et l'autre, il y a donc la relation, comme on l'a dit tout à l'heure, qui crée de toute façon un troisième pôle, indépendant. Le Soleil et la planète est un système qui fonctionne par le mouvement de rotation. C'est parce que la planète tourne autour du Soleil que le système peut fonctionner. Sinon, elle serait attirée par la gravité du Soleil et arriverait à se fondre en lui. Elle disparaîtrait en lui. Il y a toujours un troisième pôle qui permet à la dualité de fonctionner. On peut voir ce fonctionnement avec un troisième pôle aussi sur le plan essentiel, entre les deux grands pôles esprit et matière, l'esprit étant ce qui vibre le plus haut, le plus subtilement, la matière ce qui vibre le plus bas, le plus densément. Entre ces deux grands pôles, il y a besoin d'un intermédiaire. Il y a une fonction qui joue le rôle de troisième pôle, que l'on peut appeler l'âme, fonction intermédiaire entre l'esprit et la matière. La conscience qui progressivement va spiritualiser la matière, va amener les valeurs de l'esprit, l'amour, etc. dans la matière, progressivement, avec le temps. C'est une conscience globale, unique, qui se manifeste en fractal, du plus grand jusqu'au plus petit. Ce troisième pôle est présent à tous les niveaux.
Et à nouveau, à une autre étape de densification, un autre tour de spirale, on trouve une autre dualité entre l'âme et la forme qu'elle crée. L'âme anime une part de matière, une forme. Elle se diversifie dans les différents règnes, les espèces, les individus humains, etc. Elle vient animer une partie de matière de façon à la faire évoluer, à l'amener à une conscience supérieure, à amener les valeurs de l'esprit de plus en plus à l'intérieur. Pour un être humain, par exemple, la forme, c'est ses plans d'expression physique, émotionnelle et mentale, et la personnalité qui les coordonne, qui les unifie. C'est la forme au niveau de l'être humain, deux parties en nous bien distinctes, alors que la personnalité a des désirs, l'âme a des aspirations d'évolution, d'amour, etc. La personnalité est très centrée sur elle-même, centripète. Elle ramène tout à elle-même. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Je suis content, pas content, j'aime pas. La personnalité est beaucoup tournée vers elle-même, alors que notre partie profonde, âme, est au contraire centrifuge par nature. Elle est rayonnement, diffusion de ses valeurs. Elle amène sa valeur de service autour d'elle, autant qu'elle le peut. La personnalité est comme une grande particule, alors que l'être profond est vibratoire, ondulatoire. On retrouve cette dualité et qu'ont découvert les scientifiques dans la nature de la lumière, ils ont vu qu'elle avait deux natures particulières et ondulatoires à la fois. Elles sont incompatibles ensemble, mais la lumière, comme les particules de l'infiniment petit, ont ces deux natures complémentaires. Les deux parties en nous-mêmes sont d'eux-mêmes particulières pour la personnalité et vibratoires pour l'être profond. Ce sont deux natures bien différentes. La personnalité est féminine par rapport à l'âme qui est masculine. L'âme l'ensemence, amène ses valeurs en elle, la fait se transformer progressivement. Il y a une dualité entre ces deux parties de nous-mêmes qui amène des tensions, voire des conflits que l'on connaît souvent. Déjà les cas de conscience que l'on rencontre et puis toutes ces divergences d'intention entre les deux. Et de même, entre l'âme et la forme, entre ces deux polarités, eh bien, il y a un troisième pôle qui est la relation entre les deux, qui donne des expériences, qui donne l'existence que l'on connaît, qui amène des prises de conscience, qui amène à avancer, à évoluer, jusqu'à un mariage, jusqu'à ce que ces deux parties se réunissent, se marient, à l'image de la stalactite et la stalagmite, qui dans une grotte sont séparées. Les concrétions calcaires font croître l'une et l'autre jusqu'à ce qu'elles se rejoignent en une colonne. C'est une bonne image pour ces deux parties en nous-mêmes et pour cette union qui se réalise à un moment donné, que l'on peut appeler âme, personnalité, trait d'union entre les deux. C'est une nouvelle entité qui unifie les deux, qui vient de l'union de ces deux parties en nous-mêmes. Donc il s'agit de vivre en tant qu'âme dans le monde, de penser, d'être en relation en tant qu'âme dans le monde. C'est un apprentissage progressif. On vit facilement en tant que personnalité dans nos relations, dans notre travail, etc. On peut arriver à un autre état de conscience, de vivre beaucoup plus en tant qu'âme dans ces relations, en tant qu'être profond, en tant que valeur réellement. Cette âme personnalité, c'est pas l'âme en elle-même, qui est hors du monde par nature, qui est seulement vibratoire, ondulatoire, pas dans la matière, pas concrète.
Les mystiques ont beaucoup recherché comme ça, à s'élever, à se purifier, à trouver uniquement leur partie essentielle. Et plus d'une fois, ils ont mortifié leur corps, leurs désirs sexuels et autres. Et ils ont fait souvent l'expérience que les parts de personnalité revenaient à la surface. C'était une lutte sans fin. On ne peut pas écarter une de ces deux parties. L'orientation est de les réunir, au contraire, de les accepter, de les réunir ensemble. Donc c'est pas l'âme en elle-même, hors du monde. C'est pas non plus la personnalité en elle-même, qui est, elle, facilement égoïste, matérialiste. C'est réunir les deux et laisser rayonner les qualités profondes en nous-mêmes, les valeurs à travers notre personnalité. Laisser diffuser à travers notre personnalité. Pour cela, le mental a un rôle très important. Le mental est le seul plan qui est à cheval sur ces deux parties en nous-mêmes, âme et personnalité. Les plans plus bas, physiques ou émotionnels, ne sont qu'au niveau personnel, et les plans plus hauts sont uniquement au niveau spirituel. C'est le mental qui est le seul plan à cheval sur les deux. La partie inférieure, le mental inférieur, c'est l'intellect que l'on connaît bien, qui analyse, cherche à comprendre, à trouver des réponses, qui est ingénieux, qui nous rend des milliers de services pour répondre à notre vie quotidienne. C'est le plan de mental inférieur qui correspond aux 3 sous-plans du bas du plan mental. Chaque plan est constitué par 7 sous-plans. Les 3 sous-plans du bas sont le mental inférieur, l'intellect que l'on connaît. Les 3 sous-plans du haut sont le mental supérieur, là où les scientifiques trouvent de nouvelles idées. Les nouvelles idées philosophiques ou spirituelles sont une écoute de ce mental supérieur au-dessus. À l'intérieur du mental supérieur se trouve l'âme, son siège, sur le 3e sous-plan en partant du haut. C'est ce qu'on appelle le corps causal, parce qu'il est la cause de nos expériences, de nos événements. Il est aussi l'endroit où on peut trouver la réponse aux questions que l'on rencontre. Et entre ces deux parties, mental inférieur et mental supérieur, eh bien, il y a le 4e sous-plan qui est appelé mental de cœur et qui fait le pont entre les deux, qui peut les réunir, qui peut créer la colonne entre la stalactite et la stalagmite. C'est ce plan où on est sensible aux autres, on est sensible au groupe, au bien commun, au collectif, où on peut devenir sensible à l'ensemble. Et on est à la fois en contact avec la personnalité et potentiellement avec l'âme. On a la possibilité, au niveau du mental de cœur, de faire le pont, de faire la jonction entre les deux et de trouver l'âme-personnalité qui relie les deux. Ces unions permettent que l'oscillation entre âme et personnalité soit un va-et-vient créateur. Les énergies passent de l'une à l'autre. L'âme imprègne, impressionne la personnalité de ses valeurs, de ses qualités. Et de son côté, la personnalité exerce le service de l'âme, diffuse les qualités autour d'elle dans le monde et par son inspiration s'élève vers l'âme pour à nouveau se charger de ses qualités, de ses énergies. C'est ce qu'on appelle l'invocation et vocation. La personnalité, par aspiration, s'élève vers les plans supérieurs en nous, va se charger des qualités de lumière, d'amour, de volonté créatrice, de l'être profond. C'est l'invocation et les redescendre à travers la personnalité. Et à partir de là, elles peuvent diffuser dans le monde autour de la personnalité. C'est l'évocation.
C'est le rôle de la personnalité que de transmettre comme ça les valeurs intérieures autour d'elle. Elle est comme une prise de terre qui transmet les valeurs spirituelles dans le monde afin de progressivement spiritualiser le monde autour de nous. C'est l'objet de la méditation, bien sûr. On pourra le pratiquer dans un instant. C'est une façon de servir dans le monde. Avant de méditer là-dessus, on peut parler un peu de l'éclairage qu'apporte la science des 7 rayons à ce Jamais 203. Alice Bailey a transmis la science des 7 rayons, qui est un enseignement précieux. Il donne beaucoup de réponses à ce que l'on rencontre et à l'ouverture de conscience que l'on est amené à réaliser. Les 7 rayons sont 7 énergies fondamentales qui constituent tout ce que l'on rencontre et nous-mêmes. L'unité, là, commence à se projeter en 3, rayon 1, rayon 2, rayon 3, qui sont la volonté, rayon 1, l'amour, rayon 2, et l'intelligence, rayon 3, c'est le triangle fondamental. Et il se reflète après par rapport au 4e rayon dans le triangle inférieur, rayon 5, rayon 6, rayon 7. On obtient comme ça les 7 rayons fondamentaux de construction du monde. Le triangle rayon 1, rayon 2, rayon 3 a été transmis par la religion chrétienne comme Père, Fils, Saint-Esprit, en Orient comme Brahma, Vishnu, Shiva. On retrouve cela dans de nombreuses traditions. La volonté du rayon 1 donne la direction, le but d'unir l'esprit et la matière, de spiritualiser la matière, ce grand but qui crée l'existence, qui crée la vie que l'on rencontre. Le rayon 2 d'amour exprime les qualités essentielles de ce but, ses valeurs essentielles et aussi son mode de réalisation. La vie n'impose pas, elle respecte avec amour l'état de conscience de chacun. Elle cherche l'évolution de conscience par des expériences, par l'apprentissage progressif. Et l'intelligence du rayon 3, l'intelligence créatrice, met en œuvre ce but et l'avènement de ses valeurs. C'est le 3e pôle qui permet la manifestation des 2 premiers. Le rayon 3 cherche la meilleure façon, le meilleur chemin pour réaliser cela. Il fait évoluer l'être et le groupe selon la direction voulue, avec la plus grande intelligence, la plus grande adaptation possible. De lui découle la loi cosmique d'économie qui est effectivement cela. La forme est adaptée toujours à la conscience, de façon à ce qu'il y ait besoin du minimum d'énergie, du minimum de temps pour l'expérience souhaitée, pour l'apprentissage recherché. Il y a toujours une adaptation et une économie de moyens par cette loi cosmique d'économie qui ajuste toujours la forme à la conscience. C'est sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt qu'un grand sage ait un corps de fourmi, par exemple. Il n'aurait pas grande possibilité pour exprimer, pour rayonner ses qualités. La forme est adaptée à l'état de conscience de chacun. Il y a toujours la forme la plus adaptée qui permet au mieux à la conscience actuelle de s'exprimer et de faire son chemin. C'est ainsi que pour tous, on ne peut pas rencontrer de problèmes insolubles. Les problèmes sont adaptés à l'état de conscience de chacun. Il y a les ressources en nous pour faire face aux difficultés que l'on rencontre. Ça peut être un moment de crise, ça peut être un moment difficile. Crise, étymologiquement, c'est un choix, c'est une décision. Effectivement, il peut y avoir un temps d'épreuve, éventuellement. Elle nous amène à chercher au fond de nous-mêmes,
à y chercher la source de lumière, l'essence profonde de valeur en nous-mêmes, mais on a les capacités pour répondre à la situation. Einstein a dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Ça rejoint tout à fait cela. Il exprimait bien cette réalité, ce fonctionnement de la vie. Donc ça donne une responsabilité. Il est difficile de se donner des excuses à partir de là, mais également ça donne une détente, ça donne une confiance. Si on sait qu'il n'y a pas de problème insoluble, c'est une tranquillité, une paix appréciable. Voilà l'apport des 7 rayons à ce sujet qui amène un éclairage par rapport à ce jamais 203. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prendre un temps de méditation pour ressentir plus ça de l'intérieur avec le mental supérieur, vibratoire, et pas uniquement par la compréhension de l'intellect. La méditation est un temps où on peut intégrer plus ce que l'on a dit, échangé dans cette conférence et pratiquer l'invocation et évocation qui permet de rayonner autour de nous les valeurs de notre être profond et d'amener ce service à travers la méditation dans le monde autour de nous. Donc je vous propose de bien vous installer, le dos droit de préférence, de rendre votre corps disponible pour cette méditation. Le laisser se calmer, s'immobiliser. De fermer les yeux de préférence pour limiter les sensations extérieures. Et de même, nous pouvons rendre disponible pour cette méditation notre plan émotionnel. Le laisser se calmer, se décanter. Le laisser devenir comme un lac, calme, lisse, qui reflète la lumière au-dessus. Et puis, nous pouvons rendre disponible notre plan mental, le laisser se calmer, se décanter. Si l'idée d'une chose urgente se présente, il est possible d'en prendre note, vite fait, pour la déposer. Et nous nous concentrons au niveau du front, entre les sourcils. C'est le centre de notre personnalité, qui coordonne et unifie les 3 plans d'expression en nous. Se placer au niveau du front
aide à se concentrer. Nous allons maintenant élever notre conscience un peu au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal, quelques centimètres au-dessus de la tête. C'est le centre de notre être profond, de notre âme. Nous pouvons visualiser une lumière intense, rayonnante à ce niveau. C'est le lieu en nous des qualités, de lumière, d'amour, de volonté créatrice. Nous nous chargeons de ces qualités, nous nous laissons imprégner, impressionner, comme une plaque photographique, par ces qualités. L'être profond vibre, et ces vibrations subtiles nous impressionnent, nous imprègnent. Nous pouvons maintenant les laisser descendre à travers notre personnalité, dans notre plan mental, dans notre plan émotionnel, dans le plan énergétique, jusqu'au physique dense. Nous laissons ces vibrations, ces valeurs, ces qualités se répandre en nous, dans notre personnalité. Y apporter leur énergie positive, créatrice, intense. Et nous remontons maintenant, chargés d'une inspiration renouvelée, vers le sommet au-dessus de la tête. Pour nous charger à nouveau plus de ces valeurs,
de ces vibrations. Vous laissez imprégner, impressionner. Vous laissez transformer. Et nous les laissons redescendre à travers notre personnalité, dans tous nos plans de personnalité. Et rayonner maintenant au-delà de nous-mêmes, autour de nous, dans le monde, sans les diriger, en les laissant libres. Nous laissons diffuser les qualités et valeurs que l'on a contactées à travers nous dans le monde. C'est notre service dans cette méditation en ce moment. Nous prenons un temps pour intégrer ce que nous avons contacté dans cette méditation, dans la conférence avant. Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce que l'on retient? Que l'on peut peut-être cultiver, approfondir? Et nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Quand nous serons prêts, prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux, reprendre contact avec le lieu autour de nous. Voilà, une pratique d'invocation-évocation
On va chercher l'énergie au sommet de nous-mêmes et on l'évoque dans le monde. J'espère que ça s'est bien passé. Il est utile souvent de répéter une pratique pour sentir plus, pour l'approfondir, aller plus loin, pour que ces énergies nous traversent de plus en plus et que nous puissions de plus en plus les rayonner, les diffuser autour de nous. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois. Au revoir.